Nous sommes vendredi 5 mars 2021. Vous êtes sur Canal 3. C'est votre journal de la mi-journée. Voici les titres de cette édition. La communauté chrétienne béninoise se mobilise pour la paix dans le pays en cette période électorale. C'est à travers la mise en place du mouvement Néhémie. Objectif, éclairer le chrétien sur les comportements pacifiques et paisibles en ces moments sensibles. Lancement de la deuxième phase du projet Route des pêches. Les travaux sont prévus pour 36 mois. Il s'agit d'un vaste chantier à visée environnementale, touristique et économique pour embellir la côte du Bénin, inscrit dans le programme d'action du gouvernement. Première session ordinaire de la Commission nationale des finances locales. 2 points essentiels sont inscrits à l'ordre du jour des travaux démarrés hier à Boycon, prévus pour prendre fin aujourd'hui, vendredi. Bienvenue à toutes et à tous et merci de nous suivre. La communauté chrétienne se prononce sur l'élection présidentielle du 11 avril prochain. Elle entend pleinement contribuer à préserver la paix pour le déroulement du processus électoral en cours. C'est à travers la mise en place du mouvement Néhémie. Objectif, éclairer le chrétien sur les comportements pacifiques et paisibles en ces moments sensibles marqués par l'organisation de l'élection présidentielle. Le compte-rendu de cette sortie du mouvement est signé Herman Agnabossou. Depuis l'hôtel du lac de Cotonou, la communauté chrétienne donne de la voix et s'invite dans le débat autour de l'élection présidentielle du 11 avril prochain. Le mouvement dénommé Néhémie est né pour rappeler à l'attention des chrétiens de tous bords les comportements pacifiques et paisibles, les actes dignes d'un bon chrétien par ces moments sensibles où l'on assiste à une montée de la fièvre électorale. Pourquoi le nom Néhémie? Effectivement, nous avons, en fouillant les Saintes Écritures, découvert un homme. Si vous voyez dans le livre de Néhémie, cet homme s'appelle effectivement Néhémie, un grand bâtisseur. Alors qu'il était à l'étranger, il a reçu l'autorisation du roi, du pays où il était, et il est retourné à Jérusalem. Il a dit, la nation ne peut pas rester comme ça. Mon pays ne peut pas rester dans cet état. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé? Il s'est trouvé des gens habitant la ville que lui avait quitté depuis des années pour s'opposer à lui, pour dire mais non, pourquoi c'est toi qui viens pour réparer? Est-ce qu'on t'a demandé de réparer ça? C'est bon pour nous comme ça. Messagers de paix, ces leaders religieux et fidèles entendent chacun dans son environnement jouer sa partition de préservation de la paix pour le déroulement du processus électoral. En clair, le chrétien doit avoir à l'esprit la préservation du bien commun et le respect de l'autorité. Chrétien, lumière de la nation. Conscient que la paix n'a pas de religion, le mouvement Néhémie se veut ce projecteur sur les ténèbres de division et de menaces à la paix entretenues par des acteurs politiques, bien souvent portés par leurs intérêts personnels et partisans. Comme Néhémie, nous devons nous lever par rapport à tout ce que nous allons voir, les transformer en prière pour porter le message à tous les Béninois d'œuvrer pour la paix. La déclaration qui a sanctionné la fin des travaux invite tout le corps du Christ à un sursaut chrétien autour des enjeux de paix. Pour que là où il y a des paroles de reine, nous puissions reprendre des paroles d'amour. Là où il y a des paroles blessantes, nous puissions reprendre des paroles qui édifient. C'est là l'appel que nous voudrons vous lancer ce matin. A souligner que ce mouvement est orphelin de Pascal Lafaux, ancien directeur de cabinet de la présidence de la République, lui qui a été un ardent défenseur de la matérialisation de cette œuvre devenue réalité après son décès. Et les dirigeants mondiaux se joignent à un rassemblement virtuel de plus d'1 million de participants à l'occasion du 5e rallye de l'espoir. L'initiative est portée par la Fédération pour la paix universelle et utilise en cette période de Covid-19 les nouvelles technologies de l'information et de la communication pour connecter plus d'1 million de personnes à travers le monde. Retour sur les temps forts de la cérémonie avec Herman Agnabossou. Pour la 5e fois consécutive, les nouvelles technologies et médias conventionnels sont mis à contribution pour la réussite de l'événement dénommé Rallye de l'espoir.
Avec plus d'1 million de participants du monde entier, le rallye parrainé par la Fédération pour la paix universelle apparaît désormais comme le plus grand rendez-vous virtuel mondial. D'une édition à l'autre, le protocole de la cérémonie n'a pas varié. Et c'est au Sud-Africain Radebe, président de la section Afrique de l'Association interconfessionnelle pour la paix et le développement, de coordonner le rituel interreligieux de l'eau. Invocation des chefs religieux représentant les principales religions du monde. Nous applaudissons et saluons le leadership de Mère Moon, la mère de la paix et fille unique, ainsi que de son défunt mari, le Père Moon, pour leur vision et leur travail pendant de nombreuses décennies pour créer une seule famille cosmique sous Dieu. Le rallye de l'espoir met l'accent sur les valeurs universelles prônées pendant des décennies par la famille Moon. Elle enseigne en effet la philosophie de l'interdépendance, de la prospérité mutuelle et des valeurs universelles. Vision qui appelle les peuples du monde entier à vivre ensemble en coopération, en respectant la dignité et la valeur de chacun et en travaillant ensemble à un objectif commun, celui d'un monde unifié de paix. Et c'est aussi l'occasion pour les principaux orateurs de ce rassemblement mondial interreligieux et interracial de rappeler à l'attention des peuples et de leurs dirigeants les défis du moment. En somme, comment surmonter la crise actuelle de Covid-19 pour relever les nombreux autres défis auxquels la famille humaine est confrontée. Je tiens particulièrement à remercier Dr Moon d'avoir accueilli cet événement important et d'avoir consacré sa vie fidèlement à la recherche de la paix. Dans un contexte aussi éprouvant, tant pour les gouvernants que pour leurs citoyens, le discours du docteur Agjahan Moon, cofondateur de la Fédération pour la paix universelle et auteur du mémoire récemment publié, Mother of Peace, se pose un message d'espoir particulier à l'humanité pour la réalisation d'un monde céleste unifié. Si la péninsule coréenne devient réunifiée et que toute la Corée devient un seul peuple, et que ce modèle se répand au niveau de l'Asie-Pacifique et se répand à travers le monde, nous pouvons devenir une force pour le bien qui va s'étendre à tous les continents et toutes les nations à travers le monde. Le rallye du 28 février a vécu. Les regards sont d'ores et déjà tournés vers d'autres assemblées qui, pour reprendre les termes du Dr Thomas Walsh, président de la Fédération pour la paix universelle, poseront à coup sûr une pierre angulaire pour la réalisation d'un monde de collaboration internationale et interreligieuse proactive au profit de tous les peuples. On s'intéresse maintenant au lancement d'un bréviaire intitulé « 10 minutes pour convaincre sur les acquis du programme d'action du gouvernement couvrant la période 2016-2021 ». Il s'agit d'un chef-d'œuvre qui porte la signature de Herman Atindewu. Le document est une compilation des actions fortes du programme d'action du gouvernement dans quelques domaines stratégiques de développement. On en parle en détail dans ce reportage signé Narcisse Alossé et Henri Ganti. Votre présence à mes côtés ce jour. Devant un parterre de personnalités, Herman Atindewu sort les résultats d'un état des lieux sur le programme d'action du gouvernement, un peu moins de 5 ans après son lancement. Des résultats dressés dans ce document de 15 pages, intitulé « 10 minutes pour convaincre » sur les acquis du PAG 2016-2021. L'idée de réaliser ce document m'est venue d'une discussion avec un amoureux du régime de la rupture, à qui j'ai demandé simplement de me fournir un exemple de réalisation faite dans le domaine de la santé et qui fait du bien à la population. Impossible pour lui de répondre. Une autre question, même résultat, malgré qu'il soit un amoureux du régime. Je me suis alors évertué à lui donner quelques exemples et j'ai pris la décision d'écrire un document sur la base du rapport de l'an 4 du PAG, afin de sortir le condensé des grandes réalisations dans certains domaines stratégiques, pour que ce document soit un outil pour convaincre. Convaincre les incrédules, et pour le faire, l'auteur de cet ouvrage a fait le condensé des actions fortes du programme d'action du gouvernement, baptisé Bénin révélé. Du social à la sécurité, en passant par la santé, les finances, le numérique, la justice, la diplomatie, la culture, le sport, bref, aucun domaine stratégique n'a été omis par l'auteur,
dont l'œuvre est co-parrainée par 2 personnalités politiques de premier plan. Pendant que nous étions au charbon, avec la rigueur et le rythme que le président de la République a imposé à la gouvernance du pays, il nous a parfois manqué le temps pour consigner les acquis et les présenter dans les détails à ceux qui en sont les bénéficiaires. Et donc, réussir à renseigner l'essentiel dans un document qui, en 10 points, peut permettre en 10 minutes de comprendre l'essentiel de l'action qui a été conduite pendant les 5 ans, c'est un effort vraiment que je voudrais saluer. Je voudrais également saluer le moment auquel vous lancez la distribution de ce document. Comme on le dit souvent, les actes valent mieux que les paroles. Aujourd'hui, nous avons du contenant, nous avons du contenu. Nous avons la possibilité de doiter des choses. Nous avons la possibilité de faire voir les aveugles. Nous avons la possibilité de faire entendre les sourds. Sur ce document intitulé 10 minutes pour convaincre sur les acquis du PAG 2016-2021 est désormais pour nous l'outil capable de nous amener à venir à cette fin. Un exercice qui sera facilité par ce bréviaire qui offre à tout lecteur la synthèse de ce qui est fait en 5 ans et dans un style accessible à tout le monde. Nous aurons à parcourir monts et vallées pour convaincre les gens, mais il fallait structurer, n'est-ce pas, notre discours, et c'est pour ça, ces 10 minutes-là, pour convaincre pour 10 ans, est une belle initiative. L'objectif de l'auteur est de doter chaque commune du pays d'au moins 1000 exemplaires de son ouvrage pour mieux combattre la désinformation et l'intoxication. Et toujours dans l'actualité nationale, le pays célèbre depuis quelques années maintenant la journée de l'artisan béninois, une occasion pour saluer les mérites des acteurs de ce sous-secteur dont la contribution à l'économie nationale n'est plus à démontrer. Ce vendredi 5 mars, l'artisan béninois est à l'honneur et le gouvernement, par la voix du ministre de tutelle, salue la bravoure de ces hommes et femmes qui au quotidien apportent en plus à la visibilité de ce secteur. On écoute le ministre Modeste Kérékou. Vendredi 5 mars 2021, premier vendredi du mois de mars, sera célébrée la journée de l'artisan béninois. Instituée par décret numéro 2010-145 du 28 avril 2010, cette journée symbolise la volonté du gouvernement d'honorer les acteurs du secteur de l'artisanat pour leur précieuse contribution au développement économique et social de notre pays. En effet, de par la diversité des métiers qui le composent et son poids économique, l'artisanat béninois représente un puissant levier de développement économique et social de notre pays. Composé de 8 branches, 40 corps de métiers et 175 métiers, il est un maillon essentiel de la vie économique et sociale, créateur de richesses et pourvoyeur d'emplois. C'est conscient du potentiel dont recèle le secteur de l'artisanat que le chef de l'État, son Excellence M. Patrice Talon, lui accorde une attention soutenue avec la mise en œuvre de réformes majeures destinées à la professionnalisation des artisans. L'année 2021 sera marquée par la poursuite de la réforme de modernisation du secteur de l'artisanat, tel que prévu par le programme d'action du gouvernement. La poursuite de la feuille de route conduira à l'organisation des élections consulaires et à la mise en place effective de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin, la CMA Bénin. C'est l'occasion d'exprimer toute la gratitude des artisans à l'endroit du président de la République qui a accédé à leurs doléances en faveur d'un recensement national complémentaire des artisans pour donner une chance aux artisans retardataires qui ne s'étaient pas fait enrôler. Je vous exhorte à inscrire cette
11e édition de la journée de l'artisan béninois dans le cadre de l'accompagnement de la réforme entreprise par le gouvernement, d'une part, et d'une réflexion sur l'avenir du secteur de l'artisanat afin de mieux bénéficier des différents appuis du gouvernement, d'autre part. Chers professionnels des métiers de l'artisanat, je vous invite à faire de 5 mars 2021, journée de l'artisan béninois, un jour d'engagement citoyen pour la transformation qualitative d'un artisanat résolument compétitif et à fort potentiel de création de richesses et d'emplois. 36 mois encore et le projet Route des Pêches sera terminé. Toutes les infrastructures touristiques, culturelles et autres seront donc achevées. Il s'agit d'un vaste programme de promotion inscrit dans le programme d'action du gouvernement. La deuxième phase des travaux du projet a été lancée hier à Ouida. Précision à Siongbon Kani à Siongbon. Le projet de promotion touristique Route des Pêches est à sa phase 2, lancé par le ministre des Infrastructures et des Transports, Hervé Khekhoumé. Ouida a accueilli le jeudi 4 mars la cérémonie qui consacre le démarrage des travaux. Le programme d'action du gouvernement a prévu un important volet d'infrastructures en soutien au tourisme dont l'achèvement du projet Route des Pêches. Au nombre de ces infrastructures figurent en bonne place celles qui nous réunissent aujourd'hui. Il s'agit notamment de 3 projets. La route des pêches et de ses bretelles, la route de l'esclave et la corniche est de Cotonou. Ces 3 projets intégrés répondent à un triple objectif de mobilité et de desserte dans la zone côtière, de gestion des aspects environnementaux et de mise en valeur des sites touristiques de la zone côtière entre Cotonou, Abomey-Calavi, Ouida et Grand Popo. Pour les autorités, la commune de Ouida a besoin d'un programme spécial de modernisation de son réseau routier. Et l'acte qui est posé vient répondre à l'attente des populations. À peine avons-nous commencé par jouir du grand confort de la merveille d'infrastructures routières, issue de sa première phase, que nous sommes déjà à ce jour, jeudi 4 mars 2021, à la cérémonie officielle de lancement de la seconde phase des travaux d'aménagement et de bitumage de la route des pêches, assortie, tenez-vous bien, d'aménagements connexes concernant la route des esclaves et la corniche ex de la ville de Cotonou. Par l'acte de ce jour, vous venez de repousser loin les frontières de la misère, de la pauvreté et de l'insécurité pour offrir aux habitants de ces localités plus décentes, une vie plus décente et une vie plus agréable. À côté du réseau routier dont bénéficie la commune, il faut noter les infrastructures touristiques, sportives et culturelles. C'est le cas de la reconstruction du fort portugais, de la route de l'esclave et de l'érection du stade municipal. Ce journal se poursuit avec la tournée des acteurs du Conseil économique et social. La délégation est composée des membres de la Commission de l'économie et des finances. Ils sillonnent les communes à forte potentialité minière du Bénin. Après Cotonou, la mission était à Djidja et les échanges avec le Conseil communal ont tourné autour du thème « L'exploitation des carrières de pierre au Bénin. Quelle contribution à l'économie des communes ?» Précision, Imet Hélène Moussou, Georges Vaudounon. Dans les locaux de la mairie de Djidja, ce mardi matin, les membres de la Commission de l'économie et des finances du Conseil économique et social, CES, auprès de l'équipe communale, ils sont venus s'informer des incidences financières de l'exploitation des carrières sur l'économie locale. Cette descente est l'une des étapes de la tournée entreprise par la Commission. Cette année, elle s'est auto-saisie du thème « L'exploitation des carrières de pierre au Bénin, quelle contribution à l'économie des communes ?» De l'activité des minerais à Djidja, reconnaît le maire Denis Glegbeton, la commune tire quelques ressources financières. Il est à souligner que les ressources propres de la commune, issues des activités des différentes carrières de pierre granit, ont connu un accroissement au cours de l'année 2020. La contribution de l'exploitation des carrières de pierre à l'économie de notre commune serait plus considérable
et impacterait davantage si les sociétés d'exploitation respectaient totalement les engagements contenus dans leur cahier de charges et le plan de gestion environnementale et sociale. À cause de son granit dedans, Seto et Gobert, la commune est fortement sollicitée dans la réalisation de nombreux travaux de construction de routes, toute chose qui devrait lui permettre d'engranger des ressources en vue de son développement. Après l'hôtel de ville, les deux parties se sont rendues sur le terrain. Les visites de site ont permis à la délégation d'apprécier les conditions d'exploitation des carrières, le respect des conditions sécuritaires et bien d'autres dispositions des cahiers de charges des entreprises exploitantes. Nous avons aussi discuté des difficultés qu'ils rencontrent sur le terrain et de ce qu'ils versent à la mairie, parce que il faudrait que la mairie en tire quand même profit. Progressivement, ils s'en sortent. Au départ, ils ont évoqué la mauvaise gestion par endroit. Finalement, je crois avec l'avènement de la rupture, ils s'en sortent mieux et les taxes ont beaucoup augmenté. Sincèrement, ça donne espoir, ça nous fait plaisir de venir les écouter. Après avoir dynamité les roches pour avoir le granit, cette terre-là, ça va servir plus tard à quoi? Et comment les habitants, les paysans vont pouvoir vivre là-dessus? Est-ce qu'il y a la possibilité, après avoir exploité ces granites-là, de faire autre chose? Est-ce que nos parents qui sont dans les environs ne vont pas contracter un certain nombre de maladies? En plus du granit, la commune de Djidja dispose du marbre, du cuivre et de l'ilménite, des ressources dont l'exploitation pourrait impacter positivement le développement de la localité. Après Cotonou et Djidja, la commission va se rendre dans d'autres villes dont les sous-sols ont un fort potentiel en minerais. À la fin du périple, les conseillers de la commission de l'économie et des finances du CES vont produire un rapport. Le document récapitulatif des observations et suggestions sera ensuite transmis au gouvernement et à l'Assemblée nationale pour des fins utiles. Et il sera désormais possible dans très peu de temps maintenant de déclarer les naissances en ligne au Bénin, une nouvelle donne qui permettra une rapidité dans l'enregistrement des naissances. Pour ce faire, l'Agence nationale d'identification des personnes a sollicité l'expertise de plusieurs techniciens. Ces techniciens ont présenté le fruit de leur réflexion au cours d'un atelier qui s'est déroulé à Ouida. Précision. C'est la présentation des résultats du système de suivi en temps réel des enregistrements de naissance par l'Agence nationale d'identification des personnes. C'est au cours de l'atelier qui a réuni à Ouida les techniciens de l'agence dont les travaux sont prêts. Ceux-ci présentent un certain nombre d'avantages pour les enfants. Que chaque enfant ait son acte de naissance, que chaque enfant sorte de l'invisibilité juridique, que chaque enfant sorte des risques liés à l'apatridie. Un état des lieux a permis de comprendre qu'il y a le Rapide Pro, une plateforme de déclaration électronique des naissances à des fins statistiques. L'ANIP s'est alors demandé si le Rapide Pro ne pourrait pas être développé et remodelé pour être adapté à l'exploitation du registre national des personnes physiques. Ceci pour déboucher sur le fichier national de l'état civil. À cette interrogation, la réponse qui était affirmative nous a poussé à tendre la main aux partenaires pour nous accompagner dans la réflexion et dans l'action. C'est ainsi que l'UNICEF nous a donné son accord de principe pour appuyer une activité de développement et de remodelage du RAPIPO pour son adaptation au registre national des personnes physiques. L'atelier qui dure 2 jours sera axé sur des communications telles que réforme en matière d'identification et d'enregistrement des faits d'état civil, synthèse des travaux de l'équipe technique sur le remodelage de Rapide Pro au nouveau système d'enregistrement. L'atelier va s'achever par la définition des prochaines étapes, l'évaluation des besoins au niveau opérationnel, l'identification des défis et risques. Première session ordinaire de la Commission nationale des finances locales. 2 points essentiels sont inscrits au menu des assises. Les travaux démarrés hier à Boïcon prennent fin aujourd'hui. Retour sur la cérémonie d'ouverture dans ce reportage.
Les décisions de l'instance touchent toutes les communes en matière de finances locales. Réunies pour la première fois cette année, mais élus membres de la Commission nationale des finances locales CONAFIL, représentants de l'Association nationale des communes du Bénin, cadres techniques et financiers des ministères de l'économie, de la décentralisation, vont encore réfléchir sur des questions du financement du développement local. Les besoins au niveau de nos communes sont tellement immenses, alors même que nos ressources sont squelettiques. À travers la Commission nationale des finances locales, le gouvernement et les partenaires au développement essaient de mobiliser des ressources pour pouvoir aider les communes à œuvrer contre la pauvreté dans nos contrées. Certes, cette subvention nous maintient en vie, mais elle est encore insuffisante pour que nous puissions être en bonne santé et galoper. Nous espérons que des voies et moyens seront trouvés ensemble pour pouvoir aider les communes à améliorer leurs ressources, tant propres que les subventions, afin que véritablement la lutte contre la pauvreté puisse se mener avec efficacité. C'est aussi le lieu de vous exhorter une fois encore, vous et vos pairs des autres communes, à une bonne utilisation des ressources qui vous seront transférées en vue d'impacter fortement à moyen terme le chantier de la lutte contre la pauvreté et dans la perspective de l'atteinte des objectifs de développement durable. Pendant 2 jours, les participants vont non seulement se pencher sur la répartition du fonds d'appui au développement des communes FADEC non affecté investissement, mais aussi la dotation du FADEC fonctionnement réservée pour la prise en charge des factures d'eau et d'électricité. En effet, la décision du Conseil des ministres en date du 27 mai 2020 prescrit un transfert de ressources aux communes pour leur permettre de faire face au paiement des factures en ce qui concerne les écoles maternelles et primaires. Ce nouveau mode de règlement participe de la volonté du gouvernement de rendre durable l'approvisionnement en eau potable et la fourniture d'énergie électrique aux établissements scolaires. Il évite aux communes des situations de défaut de paiement dont la conséquence reste la résiliation des contrats, des abonnements ou la suspension de la fourniture d'eau potable ou d'électricité. Ces assises de Boycon s'inscrivent également dans la droite ligne du partage à mi-parcours des recommandations de la revue du projet ACES. La répartition de la dotation du FADEC Covid-19 fera l'objet de débats au cours de la prochaine session. Il s'agit des 8,8 millions d'euros restants sur les 15 millions d'euros de contributions décaissés en 2020 par la coopération financière allemande et dont 6 millions d'euros ont déjà été répartis et transférés aux communes. Retour à Cotonou maintenant et on s'intéresse à l'atelier pour la revue du plan de travail annuel au titre de l'année 2020 du ministère de l'Industrie et du Commerce. C'était également l'occasion de procéder au lancement du plan de travail annuel de l'année 2021 pour le compte du département ministériel. Précision avec Ali Moumouni et Henri Ganti. C'est à un double exercice que se donnent ici les cadres et les acteurs de la chaîne des dépenses publiques du ministère de l'Industrie et du Commerce. Une tradition qui, au début de chaque année, consiste à faire la revue du plan de travail annuel au titre de l'année précédente et procéder au lancement de celui de l'année en cours. Pour plus d'1 an d'intenses activités marquées par l'apparition de la pandémie du Covid-19, nous voici tous conviés ce jour, 4 mars 2021, à évaluer les activités budgétaires de l'année précédente et à nous projeter sur les réalisations futures de l'année en cours à travers cet atelier. Pour 2020, le taux d'exécution physique du plan de travail annuel du ministère de l'Industrie et du Commerce est de 80,37%. Quant à l'exécution financière, elle est évaluée à 98% base engagement et de 78% base ordonnancement. Des performances réalisées malgré la COVID-19 et sur lesquelles les participants débattent afin de relever les prochains défis. Nos objectifs pour 2021, avec un PTA qui est le dernier du quinquennat, c'est d'avoir un ministère accompagnant davantage la promotion du secteur privé à travers toutes les mesures de facilitation des échanges à mettre en place. L'amélioration de notre offre exportable à travers la mise en place des infrastructures de qualité et de métrologie. Intensifier la veille commerciale à travers un code de la consommation.
Placer le Bénin dans le commerce mondial. Continuer à développer les services aux usagers à travers les e-services. Dynamiser le marché intérieur à travers l'actualisation de nos tests commerciaux, la gestion des infrastructures marchandes et encore améliorer la structuration de nos ministères, de nos services. Dans l'optique d'atteindre ces objectifs, le ministère de l'Industrie et du Commerce s'est doté de certains outils pour le suivi des différentes activités. Il s'agit du comité ministériel d'audit interne et celui de maîtrise des risques. Remise d'un important lot de matériel à mettre au profit des producteurs et des structures sous tutelle du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Il s'agit entre autres de motoculteurs, des barques motorisées et de matériel bureautique offerts dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui aux infrastructures agricoles dans la vallée de l'Ouémé. Compte rendu. Du renfort logistique pour les producteurs à travers les agences territoriales de développement agricole Pôle 7 et Pôle 5. La présente cérémonie consacre la remise de matériels agricoles et d'équipements bureautiques acquis dans le cadre du projet d'appui aux infrastructures agricoles dans la vallée de l'Ouémé, Payavo, à travers son volet renforcement de capacité. À ce titre, nous avons déjà fait une première tranche d'acquisition et nous sommes à la deuxième tranche qui aujourd'hui est composée des équipements d'appui à l'amélioration de la productivité, notamment pour ce qui concerne le riz, et des équipements d'appui, d'accompagnement pour le suivi, appui, conseil aux producteurs, puisque nous avons beaucoup de producteurs qui sont de l'autre côté de la rive. Il faut traverser, les ATDA sont là, la mairie, il leur faut des moyens pour aller de l'autre côté, pour pouvoir suivre donc les producteurs. Il y a des barques motorisées qui sont prévues. Et nous avons également des équipements bureautiques. Sur la ligne, il est prévu au total 300 millions de francs environ pour ces équipements. Nous avons fait une première tranche de 50 millions. Aujourd'hui, ce que nous remettons, ça fait environ 100 millions. Et avant la fin de l'année 2021, puisque le projet tire vers sa fin, nous sommes en train de prendre des dispositions pour que sur cette ligne, tout ce qui est prévu comme acquisition soit bouclé. Les infrastructures remises ici par le ministre vont aux producteurs répartis dans les 15 communes d'intervention du Payavo, mais aussi aux structures sous tutelle pour renforcer la mobilité des agents afin de mieux suivre les producteurs dans la qualité de leur rendement. En mettant aujourd'hui à disposition quelques motoculteurs, je suis amené à croire que nous passons de la daba à la mécanisation. Nous réduisons la pénibilité du travail. Et les spéculations ciblées aujourd'hui sont des spéculations à haute valeur ajoutée. Je souhaiterais qu'à la fin d'une ou deux saisons, nous soyons capables d'organiser une grande foire et de démontrer qu'en utilisant ces équipements-là, nous avons doublé, triplé la disponibilité. Et que des paysans puissent témoigner l'amélioration de leurs revenus et de leurs conditions de vie. La reconnaissance des bénéficiaires est grande. Le leadership du gouvernement est fortement salué par le premier responsable de l'ATDA, Pôle 7. Nous remercions particulièrement le ministre de l'Agriculture pour sa disponibilité et sa proximité avec les responsables de ces structures sous tutelle pour son accompagnement constant et le coaching dont il fait preuve à nos côtés pour nous galvaniser davantage pour l'atteinte des objectifs qui nous sont assignés. Merci à vous, monsieur le ministre. Et merci également à Payavo pour ces dons en équipement au profit des acteurs des filières maraîchage, riz et maïs, et également au profit des directions techniques qui l'accompagnent dans la mise en œuvre de ces activités. Le projet Payavo tire vers sa fin. Le gouvernement et les responsables du projet entendent bien capitaliser les acquis de ce projet de 7 ans pour insuffler une nouvelle dynamique à la production agricole dans les 15 communes impactées. Et voilà qui vient donc mettre un terme à ce journal. Toute l'équipe qui m'accompagne vous remercie pour l'attention et la fidélité. Prochain programme d'information sur Canal 3, 16h pour le bulletin d'information, 19h30 pour la grande édition du soir. À demain, 13h.